Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Au sommaire de cette émission, après les Cosmetic Angels ou les Farm Angels, place maintenant aux Defense Angels, un réseau de business angels dédié au domaine de la défense. C'est le nouveau cheval de bataille de la Fédération France Angels. Le responsable de ce nouveau réseau est notre invité aujourd'hui et nous dira tout de l'écosystème de ce secteur dans quelques instants. Quand la technologie se met au service de la chirurgie, c'est l'objet de notre débat du jour. Chirurgie guidée par l'image, technique mini-invasive. Nous verrons dans quelques instants les applications concrètes de cette révolution dans le secteur. Un de nos invités, lui, invente la chirurgie du futur, l'autre la pratique. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous, le monde de la donnée avec Mathieu Bourgeois. Comment la France s'attelle à réduire l'impact environnemental du numérique? Réponse tout à l'heure. Et enfin, et demain, avec Cécilia Sévry, les équipements électroniques, une fois à la poubelle, se transforment en e-déchets. On découvrira avec elle une technologie qui permet de les dissoudre. Mais tout de suite, place à l'interview du jour. Guy Gourevitch, responsable du nouveau réseau Defense Angels de la Fédération France Angels, est notre invité. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Avec plaisir, merci d'être avec nous aujourd'hui. Elle fête ses 20 ans cette année, cette fédération qui travaille au quotidien pour favoriser l'environnement économique, social et juridique des business angels. Et vous, Guy Gourevitch, vous travaillez depuis bientôt 4 ans à développer un nouveau profil de réseau de business angels dédié à la défense. Pourquoi ce secteur, Guy Gourevitch? Quelle opportunité offre-t-il? Alors, oui, la fédération des business angels en France fédère, comme son nom l'indique, pas mal de réseaux, 63 exactement aujourd'hui, dont la majorité sont des réseaux généralistes et de proximité. Donc il y en a dans toutes les grandes villes de France, c'est très bien réparti sur le territoire. Et quand j'étais à la tête de France Angels, mon objectif, un de mes objectifs, était de développer ou de redévelopper les réseaux thématiques ou sectoriels à vocation, je dirais, nationale. Voilà. Donc nous avons développé, vous l'avez cité, un certain nombre de réseaux et Defense Angels est venu tout naturellement se mettre en place. On en est encore au tout début, pour combler effectivement et pour résoudre un problème de financement des startups qui veulent se développer dans la défense. Peut-être pas uniquement dans la défense, mais au moins à vous proposer à la défense des technologies qui les intéressent. Et vous savez que dans le domaine de la défense, les technologies sont souvent des technologies de rupture, donc qui amènent à des difficultés de financement parce que les investissements peuvent être relativement importants et au moins dans la durée. Et donc le ministère, au vu d'un rapport notamment de la Commission défense de l'Assemblée nationale, au vu également d'un rapport d'études d'officiers de l'école de guerre, a conclu au fait qu'il fallait absolument mettre en place des dispositifs importants pour financer les entreprises qui travaillent dans le secteur de la défense, et donc, pas seulement les très grosses. Donc Guy Gourevitch, vous observiez un manque de financement des startups dans ce domaine. Pour quelles raisons? Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes selon vous? Oui, tout à fait. Alors, c'est en lisant, d'abord j'ai été moi-même tout à fait surpris, comme vous, comme tout le monde, parce que finalement, la défense a une image véritablement positive dans la population. Et donc, on pouvait se demander à quoi était dû je dirais, la réticence des canaux de financement habituels, les banques, les fonds d'investissement, les fonds de capital risque, pour financer les startups qui voulaient travailler dans la défense. Et ces rapports, ces différents rapports, ont mis en exergue vraiment deux grandes raisons. Une multitude de raisons, mais enfin il y en a deux grandes. La première est je dirais, une image éthique
telle banque ne veut pas financer parce que la défense, favorise les conflits externes, etc., etc. Bon, à tort ou à raison, mais tel était le fait. Il y a d'autres raisons, et notamment des raisons peut-être plus prosaïques, notamment le fait que les contrats de défense sont des contrats de très longue durée. Nécessite vis-à-vis des startups ou des PME qui n'ont pas une assise financière suffisante, des financements et de refinancements sur une longue durée, et que le temps de la finance n'est pas forcément le temps de la défense. Voilà. Donc peut-être ce décalage entre une grosse industrie comme la défense. Guy Gourevitch, c'est un enjeu de souveraineté, évidemment, quand on parle de défense. Comment travaille-t-on avec une industrie indispensable à l'autonomie stratégique d'un pays? Quand on est une start-up, quels sont les obstacles, les difficultés, ou non d'ailleurs, ou les facilités peut-être, dites-nous? Oui, alors ils sont considérables, et nous espérons, avec Défense Angels, de pouvoir combler la toute première marche, qui est celle du développement des startups qui veulent travailler dans le domaine de la défense. Et elles sont nombreuses en France? Elles sont nombreuses. On compte aujourd'hui dans les accélérateurs, parce qu'il y a des accélérateurs, des labs dans les 3 armées. On a un flux de startups de plusieurs centaines de start-up. Maintenant, il y a également les PME, il y a certaines ETI. Et puis, on connaît dans la défense, finalement, on ne connaît que, passez-moi l'expression, le haut du panier. Bon, les Thales, les Naval Group, les MDBA, etc. Des très grosses sociétés qui, elles, peuvent assurer effectivement ce problème de financement dans la durée. Mais en dessous, je dirais, eh bien, les startups ont des grosses difficultés. Des grosses difficultés à trouver des crédits, à trouver surtout des fonds propres. Et donc, nous comblons ce manque par la création d'un réseau de business angels dont le principe est toujours le même. Alors évidemment, Défense Angels va avoir des contraintes un peu supplémentaires par rapport aux autres réseaux de business angels, notamment les problèmes de confidentialité de technologie qui vont être renforcés, les problèmes également de provenance des fonds, les problèmes de sortie des business angels et des investisseurs. Un business angel qui investit dans une start-up en fonds propres voudra pouvoir sortir au bout de 3, 4, 5 ans, c'est à peu près le délai nécessaire. Il ne peut pas vendre ses actions ou ses participations à n'importe qui, bien entendu. Donc vous voyez que s'ajoute aux problématiques classiques des business angels, des investisseurs et des entrepreneurs, d'autres contraintes propres effectivement à la défense. Et c'est bien ce problème-là que nous allons interfacer. Comment le ministère des Armées se place sur cette question-là, justement, pour vous aider à faciliter, là aussi, le travail entre les startups? Vous le disiez, les grandes entreprises, ces grosses industries, ont tout intérêt à s'appuyer sur des petites startups pour ces innovations de rupture, c'est ce que vous nous disiez. Comment vous travaillez avec le ministère des Armées là-dessus? Il nous reste quelques secondes, Guy Gourevitch. Il nous reste quelques secondes. Alors, écoutez, on en est au tout début. J'ai rencontré, effectivement, la conseillère innovation du ministère de la Défense, qui est extrêmement intéressée, j'ose le dire, je parle un peu à sa place, mais c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Elle est extrêmement intéressée par l'initiative, du fait que, effectivement, on va pouvoir maintenant offrir non seulement aux startups, mais aux grands groupes, la possibilité de faire de l'open innovation et de challenger, je dirais un peu, les laboratoires de recherche et développement internes. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Merci beaucoup, Guy Gourevitch, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes responsable du nouveau réseau, donc Défense Angels, chez France Angels. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est l'heure de notre débat du jour. Focus aujourd'hui sur la chirurgie de demain.
La révolution numérique n'épargne pas la chirurgie. Elle est déjà en train de transformer la façon de travailler des chirurgiens en France, mais aussi la qualité de vie des patients. Des systèmes de réalité virtuelle, chirurgie guidée par l'image, des scalpels capables de sentir ce qu'ils coupent, des robots chirurgiens de plus en plus performants. Bref, comment évolue la profession? À quoi ressemblera le futur de la chirurgie? Réponse aujourd'hui avec nos deux invités. Antoine Hakim, chef de l'unité de radiologie interventionnelle à l'hôpital américain de Paris, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Christophe Duhayer, président de Johnson & Johnson Medical France, spécialiste du matériel pharmaceutique et médical, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Duhayer, on prononce? C'est ça. Ok, très bien, comme ça je ne me tromperai plus. Antoine Hakim, expliquez-nous ce que c'est que la radiologie interventionnelle pour qu'on comprenne déjà. Alors, la radiologie interventionnelle, c'est de la chirurgie guidée par imagerie, donc, c'est une chirurgie sans cicatrice. Le principe est de positionner un patient sous radio, scanner, IRM, écho, tous les appareils d'imagerie dont on peut disposer, de voir la pathologie, de voir l'organe, de voir la pathologie et de pouvoir la traiter, de pouvoir y accéder en utilisant des appareils d'imagerie, soit en y allant directement avec nos instruments par un chemin très sûr à travers un organe, soit en passant par les voies naturelles. Ça peut être les vaisseaux ou ça peut être système urinaire ou digestif. Donc ce sont des techniques effectivement au maximum ce qu'on peut être en mini-invasif, donc ça y a un temps de récupération beaucoup plus court, beaucoup moins de complications. Alors effectivement, au vu du potentiel de ces techniques, alors toutes les spécialités d'organes essayent de récupérer cette technologie, et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir différents noms. On peut appeler ça chirurgie mini-invasive, chirurgie percutanée, endourologie, endovasculaire, écochirurgie, et j'en passe. Mais tout ça veut plus ou moins dire la même chose, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Quand avez-vous intégré cette technologie à votre pratique exactement? Alors, moi je suis venu du monde de la radiologie, puis avant de me spécialiser en radiologie interventionnelle, alors il y a eu différentes évolutions. Donc la première étape de la radiologie interventionnelle a été la capacité de traiter les artères, donc typiquement les artères du cerveau ou les artères de jambes. Moi, je suis arrivé au niveau de la deuxième révolution, qui était celle au moment où on pouvait traiter une grande majorité des cancers et des métastases. Et puis j'ai surfé effectivement sur la troisième révolution qui est actuelle, qui est celle de pouvoir appréhender les organes et les pathologies par le rapport artériel. C'est traiter les organes par les vaisseaux. Vous venez de parler du cancer. Christophe Duhayer, quelles sont aujourd'hui les pathologies pour lesquelles ces solutions sont un vrai plus? Il me semble que la majorité des cancers aujourd'hui, traités de manière chirurgicale, au moins au bloc opératoire ou de type interventionnel, la majorité des cancers peuvent être traités avec ces nouvelles technologies. Et donc tout type de cancer? Quasiment tout type de cancer, surtout tout ce qui est chirurgie générale. À quel besoin, Christophe Duhayer, répondent ces nouvelles technologies dans les hôpitaux? On en a parlé un tout petit peu avec Antoine Hakim, c'est-à-dire une meilleure récupération des patients, rester le moins longtemps peut-être aussi sur un bloc opératoire. C'était des véritables besoins, ça, aujourd'hui, dans l'hôpital? Oui, alors la chirurgie digitale, c'est vraiment l'idée, c'est de façonner un monde où les interventions chirurgicales sont plus intelligentes, sont moins invasives et sont plus personnalisées. Et donc l'idée, c'est de répondre aux attentes, bien évidemment, des personnels de santé et bien évidemment aussi des patients pour qu'ils puissent récupérer plus vite, que la chirurgie soit plus efficace, qu'ils puissent reprendre une vie normale plus rapidement. Et puis à la fin, c'est une baisse de la durée de séjour et des économies pour le système de santé lorsqu'on le regarde tout le parcours du soin du patient de A à Z. Antoine Hakim, pourquoi vous en faites-vous un axe prioritaire à l'hôpital américain de Paris? Ça vous semble logique? Parce que effectivement, c'est d'une certaine manière, c'est un peu l'avenir. Et puis, effectivement, c'est exactement pour reprendre tout ce que vous avez dit, ça permet effectivement moins de complications, un retour à la vie normale très rapide, parfois la plupart du temps, c'est le lendemain. Et puis, effectivement, la préservation de la qualité de vie, si je peux me permettre de donner par exemple un exemple dans le cancer. Aujourd'hui, par exemple, grâce à l'imagerie, grâce au progrès de l'imagerie, on va détecter des tumeurs de manière de plus en plus précoce. Si on prend par exemple le rein, on va détecter des tumeurs du rein de petite taille au tout début. Ces patients-là, aujourd'hui, quelle que soit quelque part la technique qu'on utilise, on est capable de les guérir de leur cancer. Le problème, c'est qu'à long terme, ils vont souffrir ou ils vont tomber malades parce qu'on leur a enlevé une partie de l'organe du rein. Et donc aujourd'hui, typiquement, grâce à la radiologie interventionnelle, on voit la tumeur sous scanner, on va introduire une aiguille,
On va juste traiter la tumeur par des moyens physiques, chaleur, le froid. Ça va permettre donc de préserver complètement l'organe. Le patient va pouvoir ressortir le lendemain, il sera définitivement traité et en plus, il aura préservé tout son organe, toute sa fonction rénale pour le reste de sa vie. Donc qualité de vie du patient, du côté du chirurgien, de votre côté, qu'apporte-t-elle dans le processus, notamment peut-être de la prise de décision? Ça vous aide à aller plus vite? Alors, ou pas forcément plus vite, en tout cas à prendre mieux des décisions? Ça nous permet surtout de rassurer encore plus le patient, c'est-à-dire qu'on va non simplement être capable de le traiter, mais de lui assurer qu'on va pouvoir lui garder une qualité de vie. Et en plus, on va le rassurer en lui disant qu'effectivement, le risque de complications aujourd'hui est nettement moindre de ce que c'était dans le temps. Donc finalement, le patient va arriver beaucoup plus serein. Effectivement, on va pouvoir avoir des décisions beaucoup plus rapides vis-à-vis du patient en le rassurant énormément. Christophe Duhayer, donc la chirurgie du futur, c'est une chirurgie donc juste de moins en moins invasive. C'est presque juste ça aujourd'hui quand on parle de chirurgie de demain. Moins invasive et plus personnalisée. Et donc l'idée de personnaliser, c'est d'avoir et d'aider justement le personnel hospitalier, les chirurgiens, à mieux planifier la chirurgie en amont, en préopératoire, et puis bien évidemment prendre des décisions plus constructives en péropératoire, donc pendant l'intervention chirurgicale. Un exemple, on a un partenariat avec une start-up française de Strasbourg qui s'appelle Visible Patient et qui aide sur la base d'images IRM ou scanner de la reconstruction de l'organe en 3 dimensions. Donc, vous prenez un cancer thoracique par exemple, le chirurgien aura l'organe en 3 dimensions en préopératoire. On les voit aux images. Et pourra, de par ce fait, mieux planifier sa chirurgie et être plus précis. Et justement, comme le disait monsieur, donc être beaucoup plus focalisé sur la tumeur et moins abîmer le tissu sain et le laisser pour aider le patient à récupérer plus vite et avoir une meilleure qualité de vie sur le long terme. Christophe Duhayer, vous qui, avec Johnson & Johnson, fournissez ce type de matériel médical, ces innovations-là, comment se passe la formation des chirurgiens et personnels soignants sur ces nouvelles technologies? Comment on l'intègre? Je poserai la même question à Antoine Hakim, comment vous avez été formé, de quelle manière? Mais comment, en tant que fournisseur, on intègre la formation au processus de distribution? Oui. Alors la formation, c'est la pierre angulaire de notre travail quasiment. C'est-à-dire qu'il faut former non seulement les chirurgiens, mais le personnel hospitalier qui est autour du chirurgien au bloc opératoire. Et donc pour cela, on a des centres de formation propres à Johnson & Johnson, en France et bien évidemment à l'étranger. On a un centre européen à Hambourg où on peut opérer sur des cochons, on a des cadavres, etc. Vraiment quasiment... on reproduit le réel de la chirurgie. Et puis, bien évidemment, on s'entoure. C'est vraiment un travail collaboratif. Donc, c'est les chirurgiens qui vont former d'autres chirurgiens sur ces nouvelles technologies. Et ils peuvent s'entraîner sur des modèles particuliers en amont et pour arriver sur la chirurgie le jour J complètement armés. Antoine Hakim, comment s'est passée la formation, votre formation sur ces nouvelles technologies, la formation des chirurgiens ou du personnel soignant de manière générale à l'hôpital américain de Paris? Alors nous, on venait du monde de l'imagerie, donc finalement, quelque part, l'analyse de l'image, on l'avait déjà. Il suffisait juste, effectivement, de savoir un peu utiliser maintenant après les instruments et puis avoir l'audace, mais après de traiter, parce que c'est vrai qu'un radiologue qui se met à traiter, c'était quelque chose de nouveau. Donc finalement, on a eu accès, effectivement, aux animaux pour s'entraîner, pour le matériel. Et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus des simulations virtuelles avec des logiciels qui nous permettent de reproduire quasiment le réel, ce qu'on voit au quotidien. On est sur des formations régulières, puisque ce sont des technologies qui évoluent très vite. Il faut sans cesse s'adapter, j'imagine. La formation, c'est presque tous les jours? Exactement. Alors oui, et on a de la chance aujourd'hui, c'est que des formations, effectivement, grâce au laboratoire, effectivement, on en a accès de plus en plus. Aujourd'hui, la nouveauté en plus qui s'est développée encore plus avec le Covid, c'est que vous avez de ces formations maintenant en ligne, en permanence. Vous pouvez voir des confrères qui opèrent, qui vous expliquent leurs nouveautés. Et donc c'est vraiment quasiment quotidien. Tous les jours, on a accès à de la formation en ligne, au bloc opératoire. Ou bien effectivement en salle de simulation virtuelle. Christophe Duhayer, comment s'assurer que ces nouvelles technologies soient et restent au service des chirurgiens et non pas l'inverse? C'est aussi la question qu'on peut se poser quand on est sur une thématique aussi importante que celle de la santé. Comment s'assurer qu'on se place toujours
du côté du chirurgien, du patient? Alors, on est convaincu que la chirurgie digitale et son avènement au niveau du bloc opératoire des mains du chirurgien, c'est un travail collaboratif avec le personnel hospitalier et les établissements de santé. Et donc on a quelques cas très précis. La formation, vous parlez de la formation sur le traitement des AVC par exemple. On a un centre de formation au CHU de Lille qui permet de former tous les neuroradiologues au traitement, à la prise en charge des AVC. Et puis ensuite, on a des partenariats avec par exemple l'IHU de Bordeaux, le Lyric, pour la prise en charge et en tout cas la détection des malformations cardiaques et surtout de la mort subite cardiaque. Donc ça, c'est un partenariat qu'on a avec l'IHU de Bordeaux, avec la PHP et la fondation APHP sur justement les PROMS, donc les Patient Reported Outcome Measures, qui permettent de demander aux patients quel est son ressenti en post-opératoire pour justement prendre non seulement le côté du chirurgien et clinique, mais aussi le ressenti patient dans la prise en charge des patients. Donc on sent bien que le ressenti patient est aussi une valeur à prendre en compte, même peut-être la première à prendre en compte, c'est ce que vous nous dites. On va peut-être parler ensuite des autres orientations stratégiques en matière de recherche sur lesquelles vous travaillez. Antoine Hakim, pourquoi l'imagerie 3D plus qu'autre chose aujourd'hui permet-elle de changer la donne ? Tout simplement, vous n'avez même plus besoin d'introduire une caméra à l'intérieur. Vous avez tout sur vos écrans d'imagerie. Donc, au final, vous ne pouvez pas faire plus mini-invasif que ça. C'est de la chirurgie véritablement sans cicatrice. Il faudrait peut-être quelques exemples. Aujourd'hui, toutes les pathologies, un radiologue interventionnel ne sait pas ouvrir. Il déteste avoir une cicatrice. Et donc, finalement, le patient, quand il repart, il ne voit rien. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de succès. Et je pense que globalement, on est, je pense, un peu au summum. Ouais. On a atteint le summum du mini-invasif. C'est pour ça tous les enjeux liés un peu à tout ce qui est imagerie, à la radiologie interventionnelle. Cette imagerie 3D vous importe toutes les informations dont vous avez besoin, absolument toutes? Quasiment tout. C'est compliqué de dire tout. Oui, quasiment tout. Et finalement, non simplement, ça vous permet de voir l'organe, la pathologie, le chemin, et puis toutes les structures dangereuses à côté, à ne pas toucher. Que dans le temps, effectivement, c'était là où il y avait les complications. La petite artère qui a été coupée de manière malencontreuse. Là, grâce à l'imagerie 3D, vous la voyez toujours en permanence. Et en plus, effectivement, donc nous déjà, on a l'imagerie en temps réel pour nous aider, mais aussi finalement en ayant l'imagerie préopératoire, ça vous permet de préparer toute votre intervention, de le répéter 2-3 fois. Finalement, c'est comme un pilote qui prépare son plan de vol à l'avance. Ça permet effectivement de venir de manière beaucoup plus serein et d'éviter tout un tas de complications et de ne pas être surpris au moment réel, au moment où vous êtes pendant l'intervention. Christophe Duhayer, on a l'impression que cette imagerie 3D atteint presque déjà des sommets. Comment peut-elle encore être améliorée? De quelle manière vous travaillez encore là-dessus? Non, je pense qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à venir. On est peut-être au balbutiement de l'imagerie, de ce que peut apporter l'imagerie en préopératoire et en péropératoire. Et donc on travaille bien évidemment avec un tas d'acteurs et de start-up ou d'acteurs plus importants, type Google, pour le développement d'options qui vont permettre au personnel hospitalier d'être encore plus précis dans leurs gestes opératoires. Quel est l'intérêt pour vous de vous appuyer sur des startups? Vous venez de parler de startups. Quel est l'intérêt pour vous? C'est peut-être elles qui sont à la base de l'innovation. Aujourd'hui, vous avez besoin d'elles? Je crois que l'innovation, elle vient de tous les courants, que ça peut venir beaucoup de la part du personnel de santé, des chirurgiens, des startups ou des plus grands groupes. Donc il faut créer un écosystème collaboratif pour pouvoir justement développer des technologies plus rapidement et puis qui soient plus à même d'apporter une vraie valeur ajoutée. Je voulais vous poser la question, quelles sont aujourd'hui au sein de Johnson & Johnson les principales orientations stratégiques en termes de recherche? Alors aujourd'hui, on travaille bien évidemment beaucoup sur l'oncologie et on investit énormément vraiment sur la chirurgie digitale qui touche tout type de chirurgie, que ce soit orthopédique, générale. On a investi depuis 2017 plus de 12 milliards de dollars en recherche et développement. On a même augmenté, malgré l'année 2020 très difficile, augmenté nos budgets de recherche et développement. Depuis 2018, ce sont plus de 150 partenariats et acquisitions stratégiques avec des petites ou moyennes entreprises dans le monde entier. Et d'ailleurs, un des exemples, c'est Orthotaxi. C'est une start-up grenobloise qui travaillait sur un robot chirurgical pour la chirurgie orthopédique. Et force est de constater que ce robot vient d'être lancé. Il n'est pas encore marqué CE, mais il a été lancé aux États-Unis un petit peu plus tôt dans l'année. Et donc, on attend le lancement en Europe dès qu'il sera marqué CE.
Peut-être pour casser les clichés, je ne sais pas, Christophe Djoyer, ce que vous allez me dire, ces technologies, notamment sur l'imagerie 3D, est-ce qu'elles coûtent véritablement cher aujourd'hui? Dites-nous, parce qu'on peut imaginer, peut-être le reproche qu'on peut faire aussi, après, c'est d'une digitalisation ou une numérisation à double vitesse, avec des hôpitaux qui auraient les moyens financiers de s'approprier ces technologies-là, et d'autres non. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça reste encore très cher? Est-ce que vous travaillez aussi sur des manières d'aider les hôpitaux peut-être à financer ces technologies-là? Alors, je pense que la question du financement, c'est encore un autre sujet, et selon les pays, est très différent. En France, on travaille bien évidemment avec le ministère pour justement adapter la manière dont est remboursée la santé, pour prendre de plus en plus en compte le parcours patient de A à Z. Et donc, pour ne pas gérer en silo chaque étape du parcours patient, et donc pour avoir vraiment une continuité dans la prise en charge et dans le paiement de cette prise en charge, parce que l'idée de toutes ces nouvelles technologies, c'est que le patient aille mieux, plus vite, et qu'il libère son lit d'hôpital plus rapidement, et donc tout ça, ça doit avoir un impact économique sur le système de santé, c'est ce que l'on souhaite aussi en tant qu'industriel. Antoine Hakim, en tant que chirurgien, comment on se place par rapport à cette question? De quelle manière vous travaillez peut-être avec des chirurgiens d'autres hôpitaux? Comment vous échangez sur ces sujets-là, sur cette digitalisation, sur ces innovations-là au sein de l'hôpital? De manière très passionnelle, puisqu'effectivement, nous-mêmes, ça nous impressionne au quotidien ce qu'on est capable de faire en s'aidant de l'imagerie. Donc c'est vrai qu'on communique beaucoup entre nous, et puis effectivement, on essaye de partager nos astuces pour effectivement à chaque fois faire mieux, aller plus loin, et puis surtout, et c'est ça qui est incroyable, traiter de plus en plus de pathologies différentes en s'aidant de la radiologie interventionnelle. Il y a quasiment chaque mois, tous les 2 mois, quelqu'un qui va être capable de remplacer une chirurgie un peu invasive par une technique de radiologie interventionnelle ou de chirurgie mini-invasif. Et pour revenir effectivement sur ce que vous dites, l'accès, oui, il faut être conscient que toute cette nouvelle technologie effectivement coûte cher, et que la médecine effectivement de pointe coûte cher, oui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau aujourd'hui, nous avons parlé de cette chirurgie du futur. Antoine Hakim, je le rappelle, vous êtes chef de l'unité de radiologie interventionnelle à l'hôpital américain de Paris. Merci. Christophe Djoyer, président de Johnson & Johnson Medical France, spécialiste donc du matériel pharmaceutique et médical. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Tech. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour votre rendez-vous. De retour dans Smart Tech sur Bismart. Merci à tous d'être avec nous. Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein Vénère, nous a rejoint pour le rendez-vous Le Monde de la Donnée. Bonjour Mathieu. Bonjour Emma. Aujourd'hui, on parle de l'impact environnemental du numérique avec vous. Une proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France est examinée en ce moment même par l'Assemblée nationale. Peut-être ce qu'on peut faire, Mathieu Bourgeois, dans un premier temps, c'est rappeler quelques chiffres sur l'impact environnemental du numérique. Oui, absolument. Bonjour à tous. Avant toute chose, rappelons quelques chiffres, effectivement. Alors, selon la Commission européenne, en 2020, le numérique a représenté plus de 2% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire autant que le trafic aérien. C'est considérable, bien sûr, et encore, c'est la fourchette basse du chiffre, puisque selon 2 think tanks français qui sont les plus reconnus en la matière, le Shift Project et Green IT, cette part s'élèverait en fait davantage aux alentours de 4%. Mais le problème, c'est pas tellement ce chiffre, c'est surtout l'évolution de ce chiffre. Parce que toujours selon la Commission européenne, le numérique pourrait représenter jusqu'à 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2040 si on ne change rien, c'est-à-dire dans moins de 20 ans. Alors, maintenant, pour réagir à cela, le législateur a déjà pris quelques initiatives. Depuis une vingtaine d'années, il y a de la législation qui a réglementé les déchets électroniques. Et puis depuis l'année dernière, depuis la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été votée en février 2020, eh bien, il y a eu des dispositions qui sont entrées en vigueur ou qui sont en train d'entrer en vigueur pour lutter contre cela. Alors, quelques exemples. La mise en place, par exemple, d'indices de réparabilité pour les produits numériques, les produits électriques et électroniques. Le renforcement de l'information des consommateurs et des
professionnels sur la disponibilité de pièces détachées. C'est le grand problème du numérique, hein, c'est les pièces détachées qui sont insuffisamment mises à disposition du public. La garantie légale de conformité qui passe à 12 mois pour les biens d'occasion. Et là encore, c'est le grand progrès que doit faire le numérique, c'est l'occasion. Et puis enfin, les techniques limitant la réparabilité des biens numériques, vous savez ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, qui sont interdites, y compris pour les logiciels. Mais c'est une initiative qui n'a pas été jugée suffisamment ambitieuse par certains sénateurs qui ont pris une initiative, donc il y a un an, en émettant cette proposition de loi qui est actuellement à l'examen. Donc ils veulent aller plus loin avec cette proposition de loi. Pouvez-vous nous donner brièvement le contenu de cette proposition de loi, Mathieu Bourgeois ? Bien sûr. Alors cette proposition de loi qui donc vise à réduire l'impact environnemental du numérique en France, en fait s'attaque à deux grandes dimensions, mais que je vais présenter en quelques axes. La première dimension, c'est la dimension matérielle, c'est-à-dire la dimension des équipements. Il faut favoriser encore davantage la réparabilité. Et la deuxième dimension, c'est la dimension immatérielle, c'est-à-dire l'usage exponentiel de la donnée, et en particulier de la 4G et bientôt de la 5G. Alors, premier axe de cette proposition de loi, faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique. Cette proposition vise à inscrire la sobriété numérique à l'école, ça c'est vraiment du nouveau. Deuxièmement, à exiger l'obtention d'une attestation de compétences en éco-conception logicielle pour la diplomation des ingénieurs informatiques. Et troisièmement, créer un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique. Ça, c'est le volet, j'ai envie de dire, psychologique. Le deuxième volet, le deuxième axe, c'est la limitation du renouvellement des terminaux. Alors, quelques exemples. Premièrement, eh bien, l'article 8, par exemple, propose d'imposer de permettre aux consommateurs de n'installer que les mises à jour de sécurité. Vous savez, on est souvent obligé de mettre des mises à jour sur son téléphone. Eh bien là, on imposerait de n'imposer en fait que les mises à jour de sécurité. Deuxième exemple, l'article 21, par exemple, va imposer aux centres de données, ce qu'on appelle les data centers, de souscrire à des engagements pluriannuels contraignants de réduction de leurs impacts environnementaux. Et puis, troisièmement, l'article 24, par exemple, va permettre à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, de refuser d'attribuer des fréquences, vous savez, les fréquences 5G notamment, hein, celles qui font l'objet de tant de débats, en se fondant notamment sur des critères de préservation de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment le volet matériel. Et puis dernièrement, sur ce volet, imposer la prise en compte de critères de durabilité des produits équipements dans les achats publics de certains produits numériques. Donc ça, c'est vraiment un pilier fort. Troisième axe. Alors le troisième axe, effectivement, c'est plutôt le pilier data. Et ça, disons-le et soyons clairs, c'est le pilier qui fait grand débat aujourd'hui. Le Sénat avait été beaucoup plus ambitieux et vous allez voir, l'Assemblée nationale, pour le moment en tout cas, a fortement censuré. On espère que la proposition sera plus ambitieuse. Alors, quelques exemples. La proposition de loi visait à privilégier les modalités de tarification des consommations en incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire et un accès Wi-Fi. Autrement dit, le législateur, les sénateurs voulaient en fait favoriser les connexions fil et Wi-Fi et défavoriser entre guillemets les connexions 4G et 5G qui sont très consommatrices. Alors ça a été supprimé par l'Assemblée nationale. Autre exemple, mais c'est pas pour autant que ça va être refusé définitivement. Autre exemple, l'interdiction. Deux exemples emblématiques. Les sénateurs voulaient interdire le lancement automatique de vidéos. Vous savez que la vidéo, c'est catastrophique en termes de consommation d'énergie, surtout quand elle se lance de manière automatique. Alors les sénateurs avaient voulu interdire ce lancement automatique. Les parlementaires, pour le moment, les députés ont supprimé cette disposition, mais c'est en discussion. Et dernière chose, la pratique du défilement infini des services de communication au public. Vous savez, par exemple, sur LinkedIn, sur Facebook, enfin sur toute une série de réseaux sociaux, on défile à l'infini, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais en bas de la page, ce qui peut amener d'ailleurs certaines personnes à défiler pendant des heures, littéralement, en fait. Et c'est évidemment addictif. Alors ça, les sénateurs avaient voulu supprimer, interdire cette pratique. Les députés, pour le moment, ont censuré cette interdiction, mais on verra si, in fine, le Parlement se montrera ambitieux. Et donc, dernier axe, c'est ça, de cette proposition de loi ? Et dernier axe, alors, en fait, non, je les ai à peu près tous déroulés, mais il y a un axe davantage lié aux politiques publiques. Et sur cet axe-là, en fait, il est par exemple proposé d'imposer, de créer un référentiel sur de l'éco-conception que certains producteurs seraient amenés à respecter. Pour le moment, ça c'est encore peu précis dans le projet de loi et c'est en pleine discussion. En tout cas, sur ce sujet,
Je crois que le message qu'il faut retenir pour nos téléspectateurs, c'est que le numérique, depuis 20 ans, nous a tous fait croire à l'illusion de l'illimité, avec notamment les tarifs illimités, et de la virtualité, c'est-à-dire de la déconnexion entre la nature et le numérique. En fait, rien n'est plus faux. Le numérique consomme des ressources bien réelles, il n'est pas du tout virtuel, et l'équation de l'illimité est évidemment intenable. Donc, nous ne pourrons pas vivre les 20 prochaines années comme nous avons vécu les 20 dernières, si nous voulons protéger un tant soit peu l'environnement. Donc cette proposition de loi, elle peut aussi servir à créer une prise de conscience chez le consommateur également ? Bien sûr, elle est indispensable. Elle est indispensable. Merci beaucoup Mathieu Bourgeois d'être venu nous voir aujourd'hui pour nous parler de l'impact environnemental du numérique. Je le rappelle, vous êtes avocat associé chez Klein Vénère. Merci beaucoup. On vous retrouve évidemment très vite dans Smart Tech. Tout de suite, c'est Et demain avec Cécilia Sévry. Et demain avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une mousse, je crois, qui sera capable de dissoudre les e-déchets. Oui, on en parle souvent dans Smart Tech. Lorsque les objets électroniques qui peuplent notre quotidien sont jetés à la poubelle, eh bien, ils se transforment en e-déchets. E-déchets qui contiennent une grande variété de métaux à fort potentiel polluant, évidemment, et qu'il va falloir donc soit détruire, soit recycler. Alors, quand je dis métaux, je parle du platine, de l'or, de l'argent ou même du cuivre. Ce sont des métaux qu'on connaît et qu'on retrouve énormément dans ces déchets. Il y a une technique aujourd'hui pour les dissoudre, pour les faire disparaître. Elle est basée sur le principe de la lixiviation. En fait, ça veut dire l'extraction d'un produit soluble grâce à un solvant. Cette technique, aujourd'hui, elle utilise des produits chimiques, évidemment, des solvants, des acides qui vont s'attaquer aux métaux pour les détruire petit à petit dans ce qu'on appelle les déchets. Alors, autant dire que cette solution, elle est très polluante. Aujourd'hui, l'empreinte carbone est assez importante, donc c'est pas vraiment l'idée. Polluer pour dépolluer. Voilà, c'est ça le problème. Donc on a cherché une solution ici, en France, une solution naturelle pour détruire ces métaux rares sans ajouter à l'empreinte carbone. Et cette solution, elle viendrait de la mousse, effectivement. La mousse comme celle qu'on trouve sur des rochers, Cécilia. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement, vous ne vous trompez pas, ça paraît assez étonnant, mais ça fonctionne. Alors, pour ça, les chercheurs ont décidé de s'attaquer en premier au cuivre. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, d'arracher un morceau de mousse d'un rocher puis de le poser sur le e-déchet. On va préparer cette solution, la rendre aqueuse. Et une fois qu'elle est aqueuse, on va l'appliquer sur un tas broyé de e-déchets. Et il y a plusieurs choses intéressantes dans la composition de cette mousse aqueuse qui vont agir comme dissolvants de ces métaux. La première, c'est l'acide chlorhydrique. Une fois stabilisé, cet acide, il va détacher le cuivre, pour commencer par le cuivre, du reste des composants électroniques. Et puis, étape suivante, il va falloir l'oxyder une fois qu'il est détaché. Et pour ça, on a du CO2 à l'intérieur de la mousse. On a même entre 74% et 99% d'air, en fait, qui compose cette solution. Donc, le dioxygène, l'O2, va entrer en jeu ici, et pas le CO2. Vous remarquez que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Et puis, troisième composant pour cette oxydation réussie, c'est l'ozone qui va accomplir la lixiviation pour les autres métaux ici qui nous intéressent aussi. Par exemple, l'argent qu'on trouve énormément dans les déchets. Cécilia, où en est l'expérimentation alors aujourd'hui ? Pour l'instant, ça marche. Les scientifiques, chercheurs français qui ont mis au point cette recherche, ils ont publié leurs résultats dans une revue scientifique internationale de renom. Il est précisé que cette technique naturelle est extensible à tous les autres métaux qu'on peut retrouver parce que la variété est grande. Je vous ai donné quelques exemples aujourd'hui, mais on en trouve énormément dans les déchets. Et donc, si ils arrivent à appliquer cette solution de manière industrielle, c'est l'objectif, elle pourra accompagner de façon prometteuse le traitement des métaux par la nature et pour la nature. Merci beaucoup Cécilia de nous avoir présenté cette innovation. On vous retrouve bien sûr demain dans Smart Tech. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne journée à tous sur Bismart et à demain. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.